Bonjour, ici Caroline Gravel de SOS Professionnel. Aujourd'hui, en toute humanité, on accueille Harold Rétorret, psychothérapeute qui pratique l'art-thérapie évolutif, va venir nous parler aujourd'hui comment conscientiser ses choix en toute intégrité. Merci Harold de te prêter à cet échange en toute humanité. Merci beaucoup Caroline de m'offrir cet espace d'échange et de partage, j'en suis ravi. De profession, tu es ingénieur, tu as travaillé au-dessus de 20 ans dans les fonctions publiques. Au courant des dernières années, tu t'es réorienté comme art-thérapeute, art-thérapie évolutive. Tout à fait. Je t'inviterais à nous parler de ton parcours, puis comment tu en es arrivé à la transition d'ingénieur à art-thérapeute. Très bien. En fait, mon histoire, c'est que j'ai toujours été très très sensible à la nature, au vivant, à tout ce qui est autour de nous, tout ce qu'on peut ressentir, toute cette sensation de faire partie d'un tout. En fait, je crois que je l'ai eu depuis très jeune, cette sensibilité-là. Et assez naturellement, et avec quelques petits coups du sort, parce que la vie nous aide à nous guider sur certaines voies. Hein. J'ai fait des études scientifiques, effectivement, en sciences de la Terre, sciences de la vie, dans l'ingénierie de tout ce qui concerne la préservation de l'eau, de la biodiversité, et donc tout ce qui a trait en fait à la gestion des écosystèmes. Donc une vision la plus large possible de toutes les interdépendances entre le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, l'humain. Et dans toutes ces composantes-là, en fait, ça m'a appris à relier mon intuition, mes perceptions qu'on est dans un grand tout, à une culture scientifique qui intègre effectivement tout ça, d'essayer de faire des politiques publiques, justement en France, dans différents départements, dans des grands bassins versants, qui intègre tout ce qui se passe autour d'un fleuve, toute la biodiversité, à comment gérer, comment respecter les équilibres naturels, comment gérer durablement les ressources comme l'eau, qui peut être utilisée pour de l'eau potable, pour de l'agriculture, pour du loisir, pour un tas de choses. Pour moi, le symbole de l'eau, c'est vraiment ce qui relie toute source de vie. C'est pour ça que je pense que j'y ai été très sensible très jeune à ces études et à toutes ces années d'ingénieur dans le domaine de l'eau. C'est vraiment le respect de tout le cycle du vivant dans tout son continuum en fait, de la source jusqu'à sa phase terminale, et puis ça revient sous forme de nuages, sous forme de pluie. Donc en fait, on est vraiment dans cette logique d'intégrer le fonctionnement dans sa vision la plus globale possible et de créer, de modifier nos actions locales pour qu'il y ait non seulement le moins d'impact, pour respecter cette nature, ces cycles naturels, mais aussi pour faire en sorte qu'on puisse produire de façon saine, s'alimenter de façon saine. Pour moi, c'était vraiment l'intégration de tout ce qui fait notre place d'humain finalement sur Terre. Et comment avoir une place qui respecte tout ce qui nous entoure, en fait. C'est ça, cette connectivité-là, Ouais. Elle est présente dans la nature, mais on en fait partie. Donc, ce qui se passe au niveau des cycles naturels, ça nous implique. Oui, l'humain a complètement sa place dans ce tout, mais a aussi une grande responsabilité de par ses actes, de par ses choix, de par les paradigmes qu'on applique dans ces espaces naturels. Et en fait, la transition, puisque tu me posais la question, pourquoi passer d'ingénieur à un métier de psychothérapeute, d'art-thérapeute, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en tant qu'ingénieur, on avait plein de solutions pour agir autrement à l'échelle individuelle et collective, c'est-à-dire polluer moins, ne pas gaspiller des ressources naturelles dans des modes de consommation effrénés, sans penser à une logique circulaire, sans penser
à une gestion sobre et une réutilisation des ressources. En fait, technologiquement, scientifiquement, on a plein de solutions pour éviter, en gros, d'avoir une empreinte écologique qui dépasse les capacités de la planète. Mais il n'y a pas de décision politique, il n'y a pas de décision sociale, sociétale pour se dire, maintenant qu'on voit que tous les curseurs sont à l'orange, voire au rouge, il est urgent de mettre en place toutes ces solutions qui sont viables, qui sont validées scientifiquement, agronomiquement, etc. Et je me suis dit, dans mon métier de responsable public, moi je peux pas cautionner qu'on continue à faire des choses sciemment qui ne vont pas dans le bon sens, qui aggravent même la situation de destruction des écosystèmes, d'effondrement de la biodiversité, tel que c'est constaté par les instances internationales sur tout ce qui concerne les insectes, les papillons, toute la biodiversité marine, etc., etc. Donc j'ai dit, moi je peux pas rester dans un système qui, en gros, ne décide pas de faire des vrais changements, des vraies transitions, et au contraire qui cherche à avoir plutôt des gens, des fonctionnaires, des responsables, des élus qui en gros encouragent le business as usual. On ne change rien parce que y a plein d'arguments qui sont de mon point de vue pas valables. J'avais commencé à faire des études en psychologie et en art-thérapie avant de quitter mon poste d'ingénieur et de responsable public, parce que je voulais intégrer justement de la psychologie humaine, comprendre les ressorts qui bloquaient justement ces envies ou ces décisions de transition. Et puis au bout d'un an, où j'ai à la fois fait mes études et continué ce métier, j'ai eu plein de facteurs externes qui m'ont dit « Harold, n'insiste pas dans cette voie, dans cette carrière. Il y a trop de gens autour qui sont dans la résistance, qui ne veulent vraiment pas y aller. » Et je me suis fait cette réflexion, j'ai médité là-dessus pendant le mois de janvier 2020. Et quand j'ai pris ma décision, je me suis dit qu'il fallait aller à la source du problème, et la source du problème, qui est en même temps la solution, c'est l'humain, justement. Il faut aller là où sont les résistances, là où sont les blocages, comprendre ce qui, psychologiquement, dans l'inconscient collectif, dans les conditionnements, dans les schémas, les stéréotypes qui font que les individus et les collectifs qui agissent souvent dans la même voie, c'est le fameux troupeau, comment aller accompagner, aider à des changements intérieurs. Parce que j'aime bien reprendre la phrase de Gandhi, n'attendez pas le changement, soyez le changement. Et je me suis dit, appliquons ça, c'est-à-dire plutôt que de chercher les solutions à l'extérieur, je vais m'investir plutôt à aller accompagner des transformations intérieures. Et pour ça, j'ai continué 3 années d'études en psychologie transpersonnelle, hérité de Jung, d'Abraham Maslow, de Roberto Assagioli, de penseurs et de psychologues plutôt humanistes qui suivent la psychologie évolutive, transpersonnelle, c'est-à-dire qui va au-delà de l'ego, mais dans notre dimension plus grande que nous, sur le plan de l'âme, sur le plan de la conscience individuelle et de la conscience collective. Et c'est là où j'ai commencé à pratiquer et à accompagner des personnes, et j'espère de plus en plus des collectifs pour contribuer humblement, mais avec détermination à ces changements intérieurs. Voilà. On est dans une autre sorte de connectivité qui est beaucoup plus proche de ce qu'on est à la source. Ouais. Mais quand on opère des changements comme ça, c'est pas sans heurts. Je veux dire, ça prend beaucoup de courage, de persévérance, parce qu'on est face à l'inconnu. C'est pas ce qui était familier. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quels ont été les plus grands défis auxquels tu as fait face quand tu as décidé d'opérer ce changement-là, de transitionner vers la carrière de thérapeute? Pour moi, ça a été quelque chose de fondamental et que je recommande à tous et à toutes, c'est de suivre ses intuitions. Et j'ai senti en fait en moi une intuition qu'il fallait que j'opère un changement profond, c'est-à-dire décider de quitter une carrière de fonctionnaire bien payé, stable, malgré que j'avais une situation familiale
pas forcément, on va dire, sécuritaire, hein, puisque je suis papa de 2 enfants divorcés. Donc en fait, je comptais que sur moi pour prendre cette décision. Donc financièrement, c'était un enjeu. Donc cette intuition, ça a demandé d'analyser quand même la situation pour savoir comment j'allais opérer cette transition sans me mettre malgré tout en danger ou mes enfants. C'est évident. Et la deuxième chose, c'est d'avoir de faire un acte de foi, de me dire cette intuition, je la suis parce que je sens que c'est important, et je fais un acte de foi que finalement, que la vie va m'accompagner pour que ça se réalise. Et ça s'est effectivement produit parce que quand j'ai voulu quitter la fonction publique, j'ai dû démissionner. Et au moment où je l'ai fait, il n'y avait aucun texte de loi pour quitter la fonction publique en démissionnant sans avoir quoi que ce soit. Il n'y avait pas les décrets, il n'y avait pas les textes de loi, il n'y avait pas toutes les choses. Et en fait, à partir du moment où j'ai décidé en janvier 2020 de transmettre ma décision à mes employeurs, tous les textes de loi sont sortis les semaines d'après pour que je puisse partir réellement avec le maximum de sécurité juridiquement et tout ça. Donc je me suis senti porté en fait par la vie en me disant, si tout s'ouvre devant moi à chaque fois que j'ai besoin d'une étape, c'est que je suis vraiment entre guillemets sur ma voie. C'est comme les synchronicités à la Carl Jung, hein? Voilà, c'était ça. Je me suis dit, si ça se passe comme ça, c'est que vraiment, je fais le bon choix, entre guillemets, que je suis accompagné pour que ça se passe comme ça. Donc, intuition, acte de foi, et puis après, je dirais que ce qui a été vraiment important, c'est un gros lâcher-prise. Le lâcher-prise par rapport à l'argent, par rapport au niveau de vie, par rapport à l'incertitude de l'avenir. Puis, quand j'ai décidé de partir, début mars 2020, il y a eu les confinements Covid juste derrière. Donc là, grosse imprévue dans ce que je m'étais tracé comme voie de formation, d'aller faire des stages, d'aller bouger. Non, là c'était non, vous êtes confinés. Vous savez pas combien de temps ça allait durer. Puis ça, après, on l'a tous vécu personnellement de diverses manières. Mais moi, je me suis dit, là, ça me fixe chez moi. Donc je me suis formé par moi-même. J'ai lu beaucoup de livres. Je me suis documenté, j'ai quand même pu suivre à distance ma formation de psychothérapeute et d'art-thérapeute. Et puis au final, ça nous a aussi incité toute cette période-là à vraiment faire là aussi un acte de foi, de rester aligné sur ses convictions, sur ses choix de conscience, sur son libre arbitre, sur son intégrité personnelle. Et donc tout ça, ça a renforcé en fait tout ce qui fait que aujourd'hui je suis sur cette voie-là et que je suis vraiment déterminé à agir pour justement aider sur ces plans de conscience à se libérer des conditionnements, se libérer des schémas, se libérer des influences extérieures et puis de retrouver ses propres ressources, son propre libre arbitre, ses propres intuitions qui guident finalement. Donc tout ça, ça a contribué à vraiment me mettre sur ma voie en fait. C'est un grand travail. Il y a 3 types d'autorité apparemment auxquelles on fait face. Il y a l'autorité qui est à l'extérieur de nous, où on est guidé par ce qui est à l'extérieur de nous. Ensuite, il y a cette autorité, il y a la transition de l'autorité intérieure puis l'autorité extérieure où on peut se rebeller, mais encore on répond à quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Et cette autorité intérieure où on est dans notre intégrité, dans notre souveraineté. Et ça, très peu de gens l'atteignent. Et donc, je trouve que ça démontre une très grande maturité, un très beau travail qui a commencé très tôt. Mais en même temps, je vois un mouvement collectif où les gens ont soif de ça, se tournent vers ça. Comme il y a quelque chose qui fonctionne plus, où les gens ont plus de difficultés à s'adapter à leur environnement, justement, pas juste à la nature. Ça prend tout son sens de tout ce que tu dis par rapport à cet acte de foi, d'opérer les changements qui nous ramènent à notre source. Et donc, en même temps, ça t'a amené
à nous visiter ici au Québec, au Canada. Et je serais curieuse de savoir si tu observes des similarités ou des différences entre comment c'est vécu en France et comment c'est vécu ici, par exemple au Québec, tout cet aspect de la crise climatique et la crise qu'on a vécue, les multiples crises qu'on a vécues au courant des dernières années. Mais quand tu parlais de rapport à l'autorité, moi j'y vois surtout une quête justement de retrouver un sens par rapport à sa propre liberté d'être, sa propre liberté de penser, sa propre liberté d'agir, de retrouver ses ressources intérieures. Parce qu'effectivement, je pense que il y a un changement de regard, il y a un changement de paradigme à opérer sur le fait de, comme on le disait tout à l'heure, de chercher les solutions à l'extérieur ou d'attendre que les solutions arrivent de l'extérieur par un gouvernement, par d'autres que soi. Et quand on opère ce changement et qu'on se remet dans la position de savoir qu'on a des ressources intérieures, qu'on a un pouvoir, qu'on a une puissance, effectivement, je pense qu'on renverse vraiment les choses et on se donne les moyens justement de choisir sa vie en fait. Et le lien avec le Québec, c'est que j'ai eu des échanges ces 3 dernières années avec des personnes justement qui étaient sur cette voie. Et en fait, j'ai eu des échanges par les réseaux sociaux avec différentes personnes au Québec. J'ai vraiment senti une sensibilité, une lucidité aussi par rapport à ce qui se passait ces dernières années. J'ai vraiment senti aussi, parce qu'il y a une culture différente malgré tout entre les Français et les Québécois dans la façon d'être en relation avec les autres, dans la façon de faire communauté, etc. Et j'ai senti vraiment un élan chaleureux, en fait. Avec ces personnes au Québec, et la preuve, c'est que j'ai décidé de faire un premier voyage en février de cette année pour faire ces rencontres, et je reviens là au mois de juillet pour approfondir, pour créer du lien, et puis aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir d'être avec vous par exemple pour faire ce partage d'expériences, de visions, et puis de voir que finalement c'est pas la distance qui peut créer justement des contraintes. Je pense que quand on est vraiment relié dans le cœur, quand on est relié à des valeurs universelles, quand on est relié à une conscience d'humanité, au sens où on s'inclut tous les uns et les autres dans ce grand mouvement d'évolution, ce grand mouvement d'ouverture de conscience, y compris avec tout ce qui nous entoure. Moi, je me dis que ça donne de l'espoir, justement, de voir qu'on est plusieurs répartis sur la planète à ouvrir nos cœurs, à ouvrir nos consciences et à retrouver cette sagesse ancienne, finalement, qu'on est relié à ce tout, parce que ici, j'aime bien connaître un peu l'histoire des autochtones, ces sagesses anciennes qui existent dans certains coins du monde, et je pense que au Québec, au Canada, il y a ce savoir, il y a cette culture qui existe encore. Oui. En Europe, avec les presque 5 siècles d'inquisition qu'il y a pu y avoir par le biais de l'Église, il y a beaucoup de traditions, de savoirs, de pratiques qui ont été presque éradiquées. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui reviennent justement à des pratiques notamment énergétiques, des pratiques spirituelles. C'est en train de revenir d'une certaine manière. Ça a été longtemps justement bloqué, interdit, pourchassé. Et je trouve que dans notre inconscient collectif, ça pèse énormément. Ça laisse une empreinte. Ça laisse une empreinte, ça laisse des interdits, ça laisse des méfiances. Et en fait, je crois que c'est important de vraiment considérer toute l'histoire humaine parce que l'inconscient collectif garde en mémoire plein de choses, hein. Et on est l'héritage finalement de cet inconscient collectif, de ces héritages transgénérationnels, de ces héritages familiaux, de ces superstitions familiales qui sont transmises, etc. Donc là, on rentre plus dans la psychologie quand je parle de tout ça. Mais c'est évident que nos actions, nos comportements sont en grande partie à 95% liés à ce qui se passe dans notre inconscient individuel
mais aussi dans l'inconscient collectif, dans tout ce qui sont les conditionnements sociaux, etc. Et c'est ça, je pense, qui est vraiment important d'aller décoder, déprogrammer par les approches de psychologie transpersonnelle ou transgénérationnelle. C'est de ne pas se limiter à une psychologie, entre guillemets, de la personnalité ou de l'ego, mais de vraiment avoir une approche holistique dans la globalité de l'être humain, c'est-à-dire le plan corporel, le plan émotionnel, le plan mental, le plan énergétique, le plan spirituel. Donc déjà, avoir une vision beaucoup plus large que la vision traditionnelle de la psychologie, qui est souvent très mentale, un peu émotionnelle, et dans le milieu de la santé, c'est des sujets qui sont quasiment jamais traités. On traite le corps comme une machine physique, chimique, pas avec tous les aspects justement que j'évoquais. Donc déjà, là, il y a un grand pas à faire. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Tout à fait. Puis je dirais que la façon dont le système est mis en place, avec la surcharge de travail administratif, rien aide les intervenants à avoir le temps et créer l'espace pour aborder justement ces différentes facettes de ce qui fait nous, l'être humain. Et donc, le focus, surtout dans le médical, parce que moi, j'étais en psychiatrie, mais même là, on pouvait parler de l'approche intégrative, mais dans les faits, sur le terrain, est-ce que c'était vraiment mis en place? Pas encore. Mais comme tu dis si bien, Harold, on sent une évolution vers ça. En tout cas, une opportunité de retourner à nos sources, comme nos ancêtres nous l'ont enseigné. Les Premières Nations, les Autochtones étaient justement en connexion avec la nature, avec les cycles de la nature. Et donc, j'ai l'impression des fois que c'est un retour, la boucle qui se ferme, où on retourne à nos sources, justement, à être connecté à soi-même avec notre environnement. Je crois que c'est ça le gros enjeu quand on a à opérer à l'échelle individuelle et collective aujourd'hui. C'est faire cette reconnexion entre le visible et l'invisible. Quand tu parlais des sociétés primitives ou autochtones, ils avaient un lien avec l'invisible, avec les esprits, avec l'énergie de la nature, des animaux, etc. On est devenu tellement conditionné par une société matérialiste aujourd'hui que tout ce qui n'est pas visible n'est plus intégré. Et je parlais de la religion tout à l'heure. Le matérialisme a été pris par la science, les scientifiques comme leur précaré, et ils ont laissé pendant un temps la spiritualité à la religion, mais ça a été entre guillemets séparé, ça a été déconnecté. Et puis on voit bien que la religion perd beaucoup de terrain en ce moment. Donc en fait, je pense que l'enjeu, c'est de faire cette reconnexion justement entre le visible, parce qu'on vit dans la matière, et l'invisible, en se reconnectant à soi, à tout ce qui se passe intérieurement, tout ce qui se passe quand on est vraiment à l'écoute de soi, de son corps, de ses ressentis, de ses émotions, de ses pensées, et d'avoir un regard conscient sur ça. Et puis cette part spirituelle qui fait vraiment défaut, et effectivement le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, ça a été dit. Moi je pense que c'est vraiment l'enjeu de retrouver cette connexion, cette vision globale et ouverte par rapport à d'autres futurs qu'on nous propose, mais qui sont de mon point de vue vraiment pas enviables et souhaitables pour... si on a une vision beaucoup plus étriquée des choses. Incomplète. Et donc, c'est vraiment important. Et je pense que, ouais, tu disais que dans la santé, ça s'ouvrait. Je pense que oui, il y a vraiment cet enjeu et ce besoin, parce que si on ne replace pas l'humain dans toutes ses dimensions, dans les approches d'accompagnement, on passe à côté de quelque chose. Ouais. Tout à fait. Et donc, dans ta pratique, actuellement,
Est-ce que tu observes justement ce manque de connectivité-là comme étant un facteur prédominant chez les gens qui sont en perte d'équilibre, qui viennent te voir, qui viennent consulter? Bah, moi, oui, souvent, je fais vraiment le maximum pour reconnecter les personnes à des choses simples que l'on peut ressentir, hein, c'est-à-dire la nature, les éléments, travailler sur la respiration consciente, travailler sur se connecter à la pluie, voilà, qui C'est tombe, magnifique. se connecter à l'air, les odeurs qui vont apparaître parce que l'humus avec la pluie va dégager des odeurs, il y a les conifères autour de nous. Donc déjà se relier à tout ça, c'est vraiment important parce que la nature, c'est une ressource justement vraiment puissante pour se reconnecter à cette part invisible et à toute cette sensorialité qu'on peut avoir perdue. Et puis ensuite, il y a la connectivité aussi à soi-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent de façon un peu mécanique, de façon un petit peu automatique. Et l'idée, c'est de se reconnecter à soi, c'est-à-dire observer ses fonctionnements et les schémas dans lesquels on est, parce que on répète des schémas familiaux, on répète des schémas de société, on a des visions qui sont parfois, on va dire, limitantes sur tu dois faire ça, tu ne dois pas faire ci. Il y a des préceptes aussi religieux qui imposent des choses. Enfin voilà, et retrouver cette observation consciente de ses propres conditionnements, ceux qu'on a choisis, ceux qu'on n'a pas choisis. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on continue de les adopter? Est-ce qu'on les répète? Ou est-ce qu'on s'en libère? Ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des gens qui pensent que leur vie n'a pas d'issue et qui sont en gros sur des rails pour la plupart qu'ils n'ont pas choisi. Alors qu'en fait, quand on voit ce qui nous conditionne, ce qui nous force à aller dans une voie, et qu'on arrive à se dire oui, mais ça, en fait, c'est pas moi qui l'ai choisi. Ça, c'est quelque chose que je peux décider de me débarrasser parce que ça m'appartient pas. Au fur et à mesure, voilà, ça apporte cette liberté et cette reprise de pouvoir sur soi qui est importante. Ouais. Ça parle de la spontanéité et de l'imprévisibilité comme de la nature quand on se connecte à ça puis qu'on se permet de s'exprimer dans tout ce qu'on est justement. Ouais. D'exprimer vraiment qui on est. Pas ce qu'on attend de nous, pas ce qu'on pense qu'on attend de nous, mais vraiment d'afficher son caractère unique. Ouais. Je pense que là, il y a une possibilité d'épanouissement. Clairement. Et tu vois, j'ai relu il y a pas longtemps le livre de Bruce Lipton, Évolution spontanée. Oui, j'adore. Qui est très intéressant parce qu'il parle justement du fait qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il faut pas avoir de fatalisme dans sa vie. La vie n'est pas née du hasard. On n'est pas conditionné par le fait de vivre dans la loi de la jungle, où c'est le plus fort qui domine, parce que ça, c'est un conditionnement qui est très ancré dans la société, dans tout le fonctionnement et c'est révolu. Actuel. Ouais. Et on n'est pas non plus, il n'y a pas de fatalité non plus par rapport à nos gènes. On n'est pas conditionné par l'expression de nos gènes qui serait fixée dès la naissance, etc. En fait, il explique très bien que finalement, on peut être décideur, on peut reprendre le pouvoir sur sa vie en se retirant justement de faux dogmes, de fausses croyances, et en étant conscient le plus en plus de justement tout ce qui nous empêche justement de retrouver des espaces de possibles sans limite. C'est là finalement qu'est la voie d'évolution, qu'est la voie d'épanouissement, qu'est la voie de réalisation. Mais tout ça, ça doit se transmettre, ça doit s'enseigner, ça doit être accompagné par une approche la plus bienveillante, la plus empathique. Et je pense que c'est ça notre rôle en tant qu'accompagnant en psychologie, d'accompagner à l'éveil de conscience. C'est justement détricoter tous ces conditionnements, tous ces dogmes, toutes ces limitations qui sont, entre guillemets, arbitraires, qui sont contre notre gré, parfois. Et quand on ouvre justement ces espaces-là, ça permet aux personnes de vraiment trouver leur voie d'épanouissement
Et c'est ça que je trouve passionnant dans ce métier, en fait. Oui, Harold, Ouais. puis c'est très inspirant et j'honore ton intégrité et l'innovation vers laquelle tu tends. Et où est-ce qu'on peut te rejoindre? Comment les gens peuvent avoir accès à tes services ou tes nouveaux projets? Ben, moi, je pratique en France pour le moment principalement. Hein. Je suis dans la ville de Saintes, en Charente-Maritime, et j'ai un site internet qui s'appelle act-transformation.com. ACT, c'est pour accompagnement à la croissance et à la transformation. Donc moi, je parle de croissance et de transformation personnelle, transpersonnelle. Et je peux aussi faire des accompagnements en visio, parce que ça m'arrive d'avoir des personnes dans le sud de la France que j'accompagne par des approches de psychologie transpersonnelle, mais aussi d'art-thérapie. On n'a pas beaucoup parlé d'art-thérapie, mais c'est un outil très intéressant justement via le dessin, via la sculpture, via le modelage, pour justement exprimer des choses qui sont dans le domaine de l'inconscient, pour voir quels sont les blocages transgénérationnels, etc. Et je m'associe aussi avec des kinésiologues, je m'associe avec des personnes qui ont des pratiques énergétiques comme moi, pour faire aussi, ça je pense que c'est nouveau, une approche transdisciplinaire et être plusieurs thérapeutes qui associent leurs compétences, leurs talents, les expériences, Super. pour pas avoir justement une approche unique et vraiment dans l'holistique. Et c'est ça que je trouve intéressant dans l'échange de compétences, de savoir que l'on a ici avec le Québec. Et si je suis amené à revenir assez souvent, j'aimerais bien peut-être mettre Oui, mes compétences, mon expérience à disposition pour animer des ateliers, des séances qu'on pourrait faire ensemble de façon transculturelle, transdisciplinaire. Et voilà, c'est une idée comme ça qui... mais déjà, quelle belle contribution en nous partageant tous les défis que tu as réussi à relever grâce à ces belles ressources que tu as en toi, incluant la force de l'action, la spiritualité, la créativité et cette propension à se connecter à l'autre et amener les forces de chacun à contribution pour justement créer le monde qu'on veut voir. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'on est vraiment dans l'approche d'ouverture du cœur, dans la solidarité, dans l'entraide. Pour moi, c'est la voie de réussite et d'émergence, justement, d'une nouvelle humanité au sens large, quoi. C'est comment on vit notre humanité au sens personnel et comment on la vit de façon collective, en brisant toutes ces limites mentales, émotionnelles, archaïques, etc. Donc voilà, on a un superbe défi à relever en fait. Oui, pareil. oui. Ouais. Mais on sera plusieurs à le faire ensemble. Il n'y a que comme ça que ça peut fonctionner selon moi. Ouais. Voilà. Merci Harold. Merci à toi Caroline, c'était un plaisir.